On a tous joué à ce fameux ping-pong par email, hein. Un échange qui ressemble à un match de tennis interminable où personne ne gagne jamais. Oh oui, le fameux dispo mardi à 14 heures. Voilà. Et la réponse arrive le lendemain, genre non, mardi c'est impossible, mais jeudi à 10 heures. Sauf qu'entre-temps, le créneau du jeudi a été pris par une autre urgence. C'est un cycle sans fin. Ah, mais c'est ça. Et au final, l'énergie qu'on dépense pour simplement trouver un moment pour discuter, bah, ça épuise presque la motivation avant même que la vraie conversation ait commencé. C'est le grand paradoxe de la communication moderne, en fait. On a des outils ultra rapides, des connexions mondiales, mais l'acte de synchroniser deux emplois du temps reste franchement archaïque. Ouais. On perd un temps fou à essayer de trouver le moment pour s'accorder du temps. Et en général, la solution de facilité, bah, ça a été de se tourner vers des outils fermés. Les fameux calendriers en ligne classiques qu'on connaît tous, on envoie un lien et paf, le problème semble résolu en surface. En surface, oui. Mais quand on regarde les tests récents et la documentation officielle du projet qu'on va analyser aujourd'hui, on réalise quelque chose d'assez marquant. C'est clair. On ne se bat pas seulement pour trouver du temps, on est surtout en train de céder le contrôle total de nos agendas à des boîtes noires technologiques. Ces tests très détaillés mettent en lumière une alternative qui s'impose vraiment, c'est calendly.com. Absolument. Ok, alors décortiquons tout ça. L'objectif de notre analyse aujourd'hui, c'est de comprendre comment ce projet dépasse la simple petite application de rendez-vous pour devenir une véritable infrastructure de planification. Une infrastructure bâtie sur l'ouverture et la souveraineté des données. Oui. Ce qui est fascinant ici, c'est l'ampleur du changement de paradigme. Ouais. Ce n'est pas un simple logiciel en tant que service classique, le fameux SaaS qu'on loue tous les mois sans rien voir sous le capot. C'est une redéfinition complète de la gestion du temps par la technologie ouverte. On passe vraiment d'un produit fini et verrouillé à une plateforme malléable, un truc sur lequel des organisations entières peuvent bâtir leur propre système sur mesure. C'est l'idée de base, oui. Alors, avant de parler de la mécanique interne et de ces fameux concepts d'ouverture, regardons un peu le quotidien, l'expérience utilisateur. Parce que les retours des tests sur l'interface montrent que l'outil simplifie la vie de manière assez bluffante. Complètement. Il y a des fonctionnalités qui réduisent drastiquement ce qu'on appelle la friction d'interface. Prenons la fonctionnalité de superposition qu'ils appellent l'overlay dans la documentation. Il suffit d'imaginer la situation. Quelqu'un envoie son lien de réservation. Traditionnellement, il faut ouvrir son propre agenda sur un deuxième écran. Et faire des allers-retours avec les yeux pour comparer les colonnes, c'était puissant. Grave. Eh bien ici, le système permet de superposer son propre calendrier directement sur la page de réservation de l'interlocuteur. Visuellement, les créneaux incompatibles disparaissent instantanément. C'est un gain immense sur le plan de la charge cognitive. Le cerveau humain n'est pas conçu pour comparer des grisolars complexes en un clin d'œil. Non, c'est sûr. En éliminant cette gymnastique mentale, l'expérience devient fluide. Mais au-delà de cet aspect purement visuel, les tests soulignent un élément beaucoup plus stratégique. Tu parles de la gestion fine des limites zo. C'est ça, c'est une réponse architecturale directe à la fatigue numérique qu'on connaît tous aujourd'hui. C'est brillant et très concret. Les paramètres permettent de définir des délais tampons de façon vraiment chirurgicale. Par exemple, on peut imposer un battement automatique de 30 minutes après chaque appel pour rédiger ses notes ou simplement souffler. Et ce qui évite le fameux enchaînement de réunions dos à dos où on n'a même pas le temps de boire un verre d'eau. Exactement. Enfin, je veux dire, c'est tout à fait ça. J'aime bien utiliser cette image pour expliquer. Ces marges tampons, combinées aux limites strictes de réservation quotidienne qu'on peut configurer, ben, elles agissent un peu comme un videur de boîte de nuit. Un videur. Ouais, un videur très poli, mais très ferme. Ce videur se tient à la porte de l'agenda et filtre les demandes pour s'assurer que la ligne rouge du burn-out n'est jamais franchie. Ah, je vois l'idée. Il dit en quelque sorte désolé, il a déjà eu 3 réunions intenses aujourd'hui, la jauge est pleine, revenez demain. C'est une excellente métaphore. Si le relie cela au contexte global du monde du travail, protéger le temps de concentration a un impact direct et mesurable sur la productivité. Un agenda non régulé devient instantanément la propriété des autres, en fait. C'est tellement vrai. Chaque espace vide est perçu comme une invitation à être interrompu. Voilà. Avec ce type de configuration, l'individu, ou même l'équipe entière, reprend le contrôle asymétrique de son temps. Et pour aller encore plus loin dans ce filtrage intelligent, la plateforme intègre ce qu'ils appellent des formulaires de routage. Ah oui, les fameux routing forms mentionnés dans les documents, ça c'est super intéressant. Concrètement, au lieu d'arriver de but en blanc sur un choix de dette, la personne qui clique sur le lien doit d'abord répondre à une série de questions ciblées. Précisément.
Avant même d'afficher le moindre calendrier, la demande est qualifiée de manière algorithmique. Selon les réponses fournies, la logique interne décide de l'action appropriée. Donc par exemple, si c'est un problème technique complexe, La personne est automatiquement redirigée vers l'agenda de l'équipe de support niveau 2. Si c'est une demande de partenariat, ça part direct vers la direction. d'accord. Et si c'est une question très basique, le système peut même choisir de ne proposer aucun rendez-vous et d'afficher simplement un lien vers la documentation d'aide. C'est une optimisation du flux de travail qui agit comme un vrai pare-feu contre les réunions inutiles. Et le sommet de cette assistance, le point qui ressort énormément des récents tests, c'est l'intégration d'un assistant par intelligence artificielle nommé Cal.ia. Oui, alors là on entre dans une autre dimension. On est d'accord, il ne s'agit pas d'un simple gadget ou d'un chatbot basique, c'est un véritable assistant virtuel disponible 24 heures sur 24. Les tests montrent qu'on peut lui écrire un email en langage tout à fait naturel comme on parlerait à un collègue. Tout à fait. On tape simplement déplace ma réunion de demain avec le marketing à jeudi matin. Et l'IA analyse la demande, trouve le bon créneau, s'occupe de la reprogrammation, prévient les participants et met à jour la base de données. Tout cela sans jamais ouvrir l'application. C'est la promesse de l'IA appliquée à la productivité quotidienne. Mais attends, j'ai une question de fond là-dessus. Une IA qui gère un agenda professionnel. Et si elle se trompe avec les fameuses hallucinations de l'intelligence artificielle dont on entend parler partout, on ne risque pas de se retrouver avec un rendez-vous fixé à 3 heures du matin un dimanche? C'est une interrogation super légitime dès qu'on introduit de l'IA dans un processus d'entreprise. Mais la documentation technique est très claire sur ce point. Il ne s'agit pas d'une IA générative laissée en roue libre pour inventer des histoires. Ok, donc elle est bridée. C'est une IA dont le rôle est strictement contraint, oui. Elle agit comme une couche de traduction entre le langage naturel humain et les commandes très rigides du système de planification. D'accord, elle traduit l'intention en gros. C'est ça, elle comprend l'intention de l'email, mais avant de valider quoi que ce soit, elle confronte cette intention aux règles strictes de l'agenda, les fameux tampons ou les limites horaires dont nous parlions tout à l'heure. Ah, très intelligent. S'il y a un conflit ou si la demande essaye d'empiéter sur un week-end non autorisé par les paramètres, l'action est tout simplement bloquée. Donc le videur de boîte de nuit Pouli est toujours là, même face à l'intelligence artificielle. C'est rassurant. Mais si cette interface et cette IA sont si incroyables, qu'est-ce qui empêche les immenses conglomérats de la tech de simplement copier ces fonctionnalités demain matin et de les intégrer à leur propre suite bureautique? C'est la question à 1 million. Et la réponse se trouve sous la surface, dans l'architecture même du projet. C'est ce qui constitue leur véritable fossé défensif, un rempart que les géants classiques ne peuvent pas reproduire sans détruire leur propre modèle économique. Tu parles de la différence fondamentale entre un logiciel fermé et leur modèle à eux, le modèle open core. Absolument. Le noyau ouvert. C'est là que ça devient particulièrement intéressant. En lisant les notes sur ce modèle open core, j'ai eu besoin de m'arrêter pour comprendre. Les dépôts de code public montrent que 99% du code source du logiciel est gratuit et ouvert. Oui, 99%. Mais n'importe qui peut le télécharger, l'examiner ligne par ligne et l'utiliser. Économiquement parlant, ça n'a aucun sens. Comment une équipe de développement survit-elle si elle offre la quasi-totalité de son travail au monde entier? C'est quoi ce fameux 1% restant? Pour comprendre l'open core, il faut séparer les usages. Le code ouvert, qui est protégé par une licence très stricte, appelée AGPL v3, concerne toutes les fonctionnalités dites single player. Donc l'usage individuel, c'est ça? C'est ça. Un artisan, un travailleur indépendant ou un particulier peut utiliser cette technologie sans rien payer. L'objectif est de créer un standard incontournable sur le marché. En revanche, le 1% du code qui reste sous licence commerciale payante concerne les fonctionnalités multiplayer, celles destinées aux grandes organisations. D'accord. Donc on attire la masse avec un outil parfait et gratuit, mais on facture les besoins complexes. De quels besoins parle-t-on concrètement pour ce 1%? On parle des éléments indispensables à la survie d'une grande entreprise. L'authentification unique sécurisée pour des milliers d'employés, les fameux SSO. Ah oui, indispensable ça. Les panneaux d'administration globaux pour gérer les permissions. Ou encore des algorithmes complexes comme le round robin qui permet de distribuer équitablement les rendez-vous entrants entre, disons, 20 commerciaux différents. Je vois. Donc la licence commerciale payée par les grosses boîtes permet de financer le développement de l'ensemble, tout en garantissant que le cœur du système reste un bien commun auditable par tous. Auditable par tous, ce qui est un point fondamental. Et justement, auditable par tous, ça nous amène à la caractéristique absolue de ce projet, celle qui a monopolisé les tests de déploiement, l'auto-hébergement, le self-hosting. Le gros morceau. Ouais,
Avec les SaaS habituels, nos données sont stockées sur des serveurs inconnus, souvent sur un autre continent. Ici, le fait que le code soit ouvert signifie qu'on peut prendre le logiciel et l'installer sur ses propres serveurs. Tout à fait. Et les notes mentionnent l'utilisation de technologies comme Docker. Pour vulgariser un peu, on peut imaginer Docker comme des conteneurs maritimes standardisés, NAN et B. C'est une très bonne image. Peu importe la complexité de ce qui est à l'intérieur du conteneur, n'importe quel port dans le monde sait comment l'attraper, le déplacer et le poser sans avoir besoin de l'ouvrir. Ici, le port, c'est le serveur. C'est le principe de la containerisation, oui. Mais soyons réalistes une seconde. Pourquoi une entreprise s'embêterait-elle à louer des serveurs chez des fournisseurs spécialisés, à configurer ses conteneurs, à gérer des mises à jour, juste pour un simple calendrier en ligne? Est-ce que c'est pas un peu un fantasme de puriste de l'informatique? C'est la réaction habituelle face à l'auto-hébergement, c'est vrai. Le marché nous a tellement habitués à la facilité du clé en main. Mais le contrôle absolu des données n'est plus du tout un hobby pour technophiles. Non. Dans de nombreux domaines, c'est devenu une exigence réglementaire inévitable. Prenons des secteurs comme la télésanté, la psychologie clinique ou la gestion de patrimoine financier. Ah oui, les données sensibles. Confier les données de rendez-vous d'un patient médical ou d'un client fortuné à une entreprise tierce qui est potentiellement soumise à des lois étrangères comme le Cloud Act américain, c'est s'exposer à d'immenses risques juridiques et éthiques. Le Cloud Act, c'est bien cette législation qui permet aux autorités américaines de demander l'accès aux données stockées par des entreprises américaines, même si ces données sont hébergées géographiquement en Europe? C'est bien ça. Donc pour une clinique européenne, par exemple, posséder son infrastructure de planification n'est pas un luxe. C'est souvent le seul moyen de garantir le secret médical et d'être en conformité totale avec des régulations comme le RGPD. D'accord, l'enjeu est énorme. Et techniquement, le déploiement a été grandement simplifié au fil du temps. Une organisation peut très bien louer une instance ultra performante chez Contabo ou prendre un serveur dédié sécurisé chez Infomaniac. Donc on s'accuse sur des hébergeurs de confiance. Oui. On installe le code sur ces serveurs européens robustes et soudainement, la juridiction qui s'applique aux données est celle choisie par l'entreprise. La boucle est fermée. Personne d'autre n'a les clés. Je vois. Et d'après la documentation, cette indépendance s'applique aussi à l'identité visuelle de la marque. On parle d'un système conçu pour la marque blanche dès le départ. Ce qui plaît beaucoup aux agences et aux développeurs. Ça signifie qu'une application de coaching sportif, hébergée chez Infomaniac ou Contabo, peut utiliser cette puissante mécanique de planification sous le capot, l'intégrer avec ses propres couleurs, son propre nom de domaine, sans que l'utilisateur final ne voit jamais la marque d'origine du calendrier. C'est l'essence même du concept d'infrastructure. Ce n'est plus une page externe vers laquelle on expédie ses clients avec un lien générique. C'est une brique fondamentale qui s'incorpore de manière invisible au cœur du produit de l'entreprise. C'est hyper puissant. C'est la raison pour laquelle les développeurs plébiscitent l'outil, en fait. Bâtir une plateforme entière par-dessus un moteur de réservation existant et personnalisable, ça fait gagner des mois de développement. Très bien, on a donc établi le fonctionnement d'un outil extrêmement performant, auto-hébergé sur des serveurs souverains et totalement personnalisé. On a les bases. Mais soyons pragmatiques. Un calendrier isolé du reste du monde de l'entreprise, ça ne sert à rien. Il faut qu'il communique. Comment cet écosystème fermé gère-t-il les interactions? Les tests approfondis détaillent une extensibilité massive, notamment en matière de flux de travail et de monétisation. Et c'est là qu'on casse un mythe. L'isolement des données sur les serveurs n'implique pas du tout un isolement fonctionnel. Bien au contraire. Le système a été pensé dès le premier jour pour se greffer aux outils existants. Ok. Si on aborde la monétisation, par exemple, l'intégration native de Stripe change vraiment la donne. Un expert juridique qui propose des consultations en ligne peut configurer le calendrier pour exiger un paiement par carte, disons de 150 €, au moment même de la sélection de la date. Donc, pas de paiement, pas de rendez-vous, paye bien. Exactement, enfin, c'est tout à fait ça. Si le paiement n'aboutit pas, le créneau n'est tout simplement pas réservé. Ça élimine complètement le fléau des factures impayées ou le temps administratif perdu à relancer les clients après une session. Et pour la rencontre en elle-même, la visioconférence, comment ça se passe? La documentation indique qu'ils ont développé leur propre canal natif, propulsé par la technologie de Daily.co. Cela permet d'ouvrir des salons de réunion instantanés directement dans le navigateur. Sans forcer personne à installer un énième logiciel, je suppose. C'est ça. Zéro friction. Mais évidemment, les connexions classiques avec les géants de la visioconférence restent parfaitement opérationnelles pour s'adapter aux habitudes de chacun. Si on veut utiliser Meet ou Zoom, c'est possible.
D'accord. Il y a aussi tout qu'un volet consacré à l'automatisation dans les notes. Les tests expliquent qu'on peut lier le calendrier à des services comme Twilio pour déclencher des SMS de rappel ou AscendGrid pour gérer l'envoi de séquences d'emails avant et après la rencontre. Une arme redoutable contre les absences de dernière minute. C'est clair. Mais cela soulève une grosse contradiction et c'est là que je veux challenger un peu cette architecture. Je t'écoute. Si on déploie des efforts considérables pour auto-héberger l'outil et protéger nos données, mais qu'ensuite on connecte le calendrier à 5 ou 6 plateformes externes différentes pour gérer les paiements, les SMS et les emails. N'est-on pas en train de percer nous-mêmes des trous dans la coque du navire? On disperse les données partout au final? C'est une excellente remarque. C'est vraiment le grand dilemme de l'architecture composable moderne. C'est un point de réflexion majeur. Alors comment ils justifient ça? La différence fondamentale, c'est la notion de souveraineté et de contrôle des flux. Dans une solution SaaS fermée et tout en un, on ne choisit absolument pas les sous-traitants. Ah oui, Si la plateforme SaaS décide demain matin de faire transiter ses rappels SMS par un fournisseur moins cher, mais notoirement peu soucieux de la confidentialité des données, le client final subit cette décision sans aucun recours possible. ouais, on devient prisonnier des choix techniques et des partenariats commerciaux d'une entreprise tierce. Le mot est juste, prisonnier. Dans un environnement auto-hébergé, le fait d'avoir le choix des intégrations permet de sélectionner manuellement chaque prestataire en fonction de ses propres critères de sécurité. On peut réaliser des audits sur chaque connexion du coup? Oui, l'architecte du système détient le pouvoir de décision, et si un service d'envoi d'email modifie ses conditions d'utilisation d'une manière inacceptable, on utilise l'API pour le remplacer immédiatement par un concurrent. Pas besoin de reconstruire tout le système de prise de rendez-vous. Justement, cette API. L'interface de programmation d'application, c'est d'ailleurs le cœur du réacteur, hein. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec le terme, on peut voir une API comme le menu d'un restaurant associé au serveur qui prend la commande. C'est une bonne analogie. L'application externe lit le menu de ce qu'il est possible de faire, passe sa commande au serveur et la cuisine, donc le moteur du calendrier, exécute la tâche et renvoie le résultat. C'est tout à fait le principe. Et selon la documentation technique qu'on a pu explorer, cette API est d'une profondeur inédite. On ne parle pas juste d'ajouter un petit événement dans une case, on parle de manipuler toute la logique temporale par le code. Oui, ce niveau d'accès transforme le code en un véritable jeu de briques de construction professionnelle. Si une start-up décide de créer une nouvelle plateforme de recrutement innovante, par exemple, Ouais, exact. elle n'a plus besoin d'assigner une équipe de développeurs pendant 6 mois pour gérer les cauchemars liés aux différents fuseaux horaires, à la gestion des années bissextiles ou aux conflits de synchronisation bidirectionnelle. C'est vrai que la gestion du temps en informatique, c'est un enfer absolu, hein. C'est notoirement complexe. Et bien là, tout ce fardeau technique est délégué à cette infrastructure open source. L'entreprise peut concentrer la totalité de son énergie sur ce qui fait sa véritable valeur sur le marché. On arrive au terme de l'analyse détaillée de ces documents et la quantité d'informations à assimiler est colossale. C'est un sujet dense, c'est sûr. Pour synthétiser les notes de ces tests, il apparaît clairement que la force de cette solution repose sur deux piliers qui semblaient autrefois opposés. D'un côté, une expérience utilisateur ultra fluide avec une gestion visuelle des conflits et un assistant IA qui élimine le travail de secrétarial manuel. Et de l'autre côté, l'intransigeance d'une architecture open core, une conception qui permet des déploiements sécurisés sur des serveurs choisis par l'utilisateur, comme chez Contabo ou Infomaniac, Ce qui assure une conformité réglementaire totale. tout en conservant une capacité de connexion illimitée grâce à des interfaces de programmation ouvertes. C'est vraiment le meilleur des deux mondes. Finalement, au fil de ces tests, on réalise que le sujet dépasse largement la simple gestion de calendrier. C'est vraiment une question de maîtrise de l'information. Le temps est indéniablement la ressource la plus précieuse d'un individu, d'un service ou d'une entreprise. L'argent fluctue, l'équipement se remplace, mais les heures perdues sont définitives. C'est une certitude. L'agenda, c'est le miroir absolu des priorités stratégiques. Ouais. Savoir qui rencontre qui, à quelle fréquence et sur quel projet, c'est posséder la radiographie exacte d'une organisation. C'est une mine d'or d'informations. Exactement. Enfin, je veux dire, c'est ça le vrai sujet. La prochaine fois qu'un tel échange de ping-pong par email se produit pour trouver une misérable demi-heure de libre, la vraie question à se poser n'est peut-être pas de savoir quel outil utiliser pour automatiser le processus. La véritable question, c'est de savoir à qui on choisit de confier les clés de son temps.